Bonjour à tous. Sylvie Gandmer à ma gauche et moi-même, Nicolas Valbrec, allons vous présenter les études du tunnel immergé du Fehmarnbelt, donc un projet de tunnel immergé entre l'Allemagne et le Danemark. Moi j'étais ingénieur géotechnicien sur ce projet pour la partie études et Sylvie responsable de l'étude de toute la partie d'usine préfabrication. Ce tunnel et ce projet, de par sa longueur, le côté immergé, on va vraiment se focaliser sur le projet, les techniques, l'usine de préfabrication, et je rentrerai peu dans le détail de la géotechnique. Les questions pourront aussi inviter, mais voilà, moi c'est un projet qui m'a fasciné de par sa grandeur et les techniques et les méthodes, et donc on s'est dit aujourd'hui qu'on allait plutôt vous présenter cela. Donc, je viens de résumer ce que je viens de dire. On va quand même faire un focus technique, parce qu'il faut quand même qu'on donne un petit peu de quoi vous nourrir quand vous allez rentrer à la maison ce soir. Et on parlera du coup du bateau-porte. Comme on l'a dit, on parle d'un tunnel immergé, donc on va parler d'une usine de préfabrication, parce que qui dit tunnel immergé dit qu'il faut bien préconstruire tout cela en terre. Côté Vinci Construction et donc dans le monde, on a un retour d'expérience du tunnel de l'Øresund, qui est déjà existant entre Copenhague et la Suède, mais qui était un mix entre un pont et un tunnel immergé. Et donc là, pareil pour mettre un petit peu de l'eau à la bouche, on parle d'un tunnel qui, quand il sera en service, fera plus de 18 km de long, donc ce sera un record du monde de par sa longueur et de par la technique utilisée. Donc, le groupement d'entreprise. Le groupement d'entreprise porte le nom de FLC, pour Fehmarn Link Contractor. Fehmarn, je le prononce sûrement très très mal, donc si des personnes parmi vous parlent le danois, je vous prie de m'excuser. Les contractants côté Vinci Construction, donc vous retrouvez Vinci Construction Grand Projet et Soletanche International, et des entreprises danoises, Per Aarsleff, et aussi un petit peu moins du nord de l'Europe avec BAM, West Freitag et CFE pour la Belgique. Le scope du contrat, donc, qui est en design and build, conception et réalisation, porte sur l'usine de préfabrication, les éléments de tunnel, et toute la partie terrassement, remblaiement pour poser le tunnel. Tout ce qui va être le montage et ensuite l'immersion des éléments de tunnel n'est pas dans le scope que nous avons. Les travaux ont démarré en 2020 pour l'usine de préfabrication. L'usine de préfabrication, c'est ce que vous voyez en bas à droite, et la mise en service est prévue pour 2030. Des 7 milliards d'euros de contrats, il y a un peu plus d'1 milliard qui est uniquement sur l'usine de préfabrication. Et on va revenir donc plus en détail sur sa grandeur. Comme on est quand même au CFMS, je ne voulais pas vous épargner le profil en long géologique. Donc vous avez à droite le Danemark, à gauche l'Allemagne, je ne me suis pas trompé. Une grande partie du tunnel va reposer sur des moraines, donc till, upper till, lower till, qui ont des terrains de l'ère glaciaire qui ont été très fortement surconsolidés. Et c'est aussi qui reposent sur des argiles du paléogène, et sur l'usine de préfabrication, qui est côté danois, donc à droite, on va retrouver différentes nuances de till ou de moraines qui ont un enjeu assez important. Et donc c'est ce que je suis permis de vous montrer ici. Quand on fait un zoom uniquement sur l'usine de préfabrication, on est très loin de la craie qui est à plus de 40 mètres de profondeur. On va retrouver principalement donc, différents niveaux de till. Un petit niveau de tourbe qui est en rouge, qui se cache entre 2 et 3 mètres de profondeur, qui nécessite traitement et purge bien entendu, et comme je vous le disais, donc des craies bien plus en profondeur. Le projet, donc on a un tunnel immergé, il faut bien passer sous la terre, donc on a deux portails, un côté allemand, un côté danois, et les éléments de tunnel en eux-mêmes. Donc ce tunnel est mi-routier, mi-ferroviaire, comme vous pouvez le voir, c'est donc un caisson rectangulaire, qui va être préconstruit par éléments de 20 mètres de long en terre. On en construit 9 pour que ça fasse un petit peu moins de 200 mètres. Et après, c'est ces éléments de 200 mètres que l'on va venir pousser avec un système de cale sèche, cale humide, donc d'écluse, que l'on va venir faire flotter, et après qui sont pris en charge par des barges pour être amenés en mer et immergés dans la position finale. En termes de dimension, donc l'intérêt du tunnel immergé, c'est de pouvoir avoir des sections rectangulaires et donc pouvoir loger, là on le voit, 2 fois 2 voies routières, une voie d'évacuation et 2 fois une voie de voie ferrée.
Et donc, maintenant, je vais laisser la place à Sylvie pour la partie usine de préfabrication. La seule chose que je voulais vous indiquer avant, c'est que ce qu'on voit en bas à droite, ce sont des éoliennes. Les éoliennes danoises sont un peu plus grandes que ce qu'on peut avoir chez nous, juste pour vous rendre compte de la taille de l'usine de préfabrication. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis plutôt structuriste, mais du coup, je viens faire un petit aparté pour vous expliquer toute la partie béton sur ce projet. Donc, comme vous a dit Nicolas, l'usine de préfabrication, donc PFA, ça veut dire Production Facility en anglais, c'est immense. Aujourd'hui, ça a démarré fin 2022 pour la préfabrication des éléments de tunnel. Elle fait 1,2 km², l'aire de préfabrication, donc c'est l'ensemble de toutes ces lignes de production. Il y en a 5 pour les lignes STE, donc les lignes d'éléments standards, donc jusqu'ici, et puis ici la 6e qui est encore en cours sur la photo, pour des éléments spéciaux qui font 2 niveaux. C'est également la première fois qu'on fait des éléments spéciaux avec 2 niveaux, et dans le basement, dans la partie basse, il y a tout un tas de locaux techniques. Donc sur l'Eurosound, il n'y avait pas ce type de configuration. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette aire? Il y a 5 centrales à béton aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de tests et de béton différents pour tout ce qui est flottaison. Il faut que les éléments de tunnel puissent flotter et émerger ensuite. Et donc on voit les 3 bassins avec 2 parties. La partie où vous voyez l'eau, c'est la partie basse, et puis la partie cette partie-là sera immergée quand ici on viendra fermer les portes, et puis on mettra les éléments de tunnel en flottaison. C'est ici qu'on appuie. Donc ici vous voyez un petit peu tout ce qui se passe pour venir faire ces éléments de tunnel. Donc sur la partie gauche, on commence à mettre en place les cages d'armature. Alors oui, l'ensemble, là, les 500 mètres qu'on voit, l'élément de tunnel va être poussé sur ce qu'on appelle des skidding beams, donc des longues lignes de poussage, avec des éléments avec des gros pousseurs. J'essaie de vous traduire en français tous les termes techniques qu'on utilise en anglais sur le projet. Donc à gauche, on a des cages préfabriquées d'armature. On vient ensuite mettre les coffrages, on vient couler l'élément de tunnel. On le pousse et on construit le deuxième derrière. On les pousse comme ça successivement. Au fur et à mesure, on les équipe. Il y a tout un tas d'équipements à rajouter à l'intérieur, les joints entre les 2 éléments de tunnel. Et on va les sortir donc, du casting hall. Et dès qu'on en aura 9, ils sont tous liés par précontrainte. Et on va ensuite venir les pousser dans le bassin, la première partie du bassin. On va venir fermer la porte, on va venir faire monter l'eau. Et on va pouvoir ensuite les mettre en flottaison. Donc ici, vous avez un petit lien. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir de façon très schématique comment tout ça est fait. Mais on ne va peut-être pas prendre le temps de le montrer ici. Et donc, Nicolas trouve important qu'on fasse un petit focus sur le bateau-porte, donc la floating gate, qui est une grosse écluse en béton qui va venir fermer alternativement chacun des 3 bassins côté port. Et donc, c'est un bateau en béton qui flotte. Donc, c'est un petit peu une prouesse technique. Donc, ce bateau, quelle taille il fait? Il fait 45 mètres de large pour venir fermer le bassin. Il fait 21 mètres de haut, parce qu'il va se reprendre à peu près cette hauteur d'eau. Et il fait 19 mètres de large. Il est équipé de petites cellules dans lesquelles on vient mettre de l'eau pour pouvoir aussi le régler pour qu'il flotte bien à l'horizontale. Et il va venir, et il est quand même allégé en partie haute, hein, toute la partie que vous voyez en bleu sur la photo et en arrondi là sur le schéma du haut, c'est du métal parce qu'on essaie quand même de l'alléger en partie haute, parce que le béton c'est quand même lourd, et donc on avait un problème de flottaison sur cet ouvrage. On a reproduit exactement aux dimensions près ce qui avait été fait à Øresund. Donc là, vous voyez la réalisation de la floating gate qui a été mise en flottaison en septembre dernier. Et donc, elle a été construite dans le bassin central.
Tout était à sec devant, là vous voyez la grosse digue qui a été démolie ensuite pour pouvoir faire rentrer l'eau. Et donc en fin septembre, début octobre, on a fait rentrer l'eau dans les 3 bassins et on a pu faire flotter pour la première fois la flottinguette. Donc comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle vient fermer alternativement un des 3 bassins et à chaque fois, il y a sur les 2 lignes de production des éléments de tunnel, on va venir mettre en flottaison nos 9 éléments qui sont reliés et on va ensuite pouvoir venir les emmener en mer. Pour être posé sur une de ces fondations, il faut qu'on vienne la ballaster avec de l'eau. Et ensuite, pour pouvoir la faire flotter, il faut la déballaster. Donc, en plus, par rapport à Eurosound, ce qu'on a fait de nouveau, c'est que les pompes pour ballaster, déballaster, vider le bassin sont à l'intérieur de la flottinguette. Sur Eurosound, les pompes étaient sur les digues à l'extérieur. Donc là, un petit schéma de la façon dont ça fonctionne. Donc à gauche, on amène la flottinguette, alors on vient la pousser. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photos, il y avait des croix noires et jaunes. C'est les endroits où on a le droit de venir pousser sur la flottinguette. On vient la pousser jusqu'entre les 2 retaining walls que Nicolas a calculé. On va venir ensuite, une fois qu'elle est bien positionnée, fermer les 2 closure panels. Je m'excuse pour tous les termes anglais que j'utilise. Les deux portes qui vont venir faire l'étanchéité de part et d'autre. Et on va venir mettre de l'eau pour pouvoir la ballaster, la poser au fond sur la fondation. Donc ici, vous la voyez en flottaison. Et la fondation a cette forme un peu particulière parce qu'une fois qu'elle sera posée dessus, l'eau sera plus haute côté bassin que côté mer et va se reprendre d'énormes charges qui sont reprises ici au niveau de ces clés. Et puis comme je vous disais, en vue en plan, il y a 4 zones qui sont indépendantes et qu'on peut venir ballaster en eau de façon un peu particulière pour pouvoir régler horizontalement dans les 2 sens la flottinguette pour qu'elle flotte à l'horizontale. Donc du coup, je repasse la parole à Nicolas qui va pouvoir vous parler de toute la partie géotechnique. Donc ce magnifique ouvrage, ce bateau-porte, il va se mettre en position sur des fondations plus de 80 fois, sur 3 fondations différentes. Et donc, il y a un réel sujet sur la conception de cette fondation et les interfaces, la notion de cyclique et les déformations que ce bateau peut accepter. Parce que donc, pour qu'il puisse flotter, c'est une structure qui est très fine, très allégée, et donc avec des critères de déformation assez faibles. Donc, là, juste pour un petit process de certains calculs que l'on a réalisés. Donc, en haut à gauche, vous voyez le bateau-porte, avec des murs de soutènement adjacents. Donc, il y a déjà une interaction entre de la fondation des murs de soutènement. Les murs de soutènement en pale planche font 20 mètres de haut au pic. Ce sont des digues, donc avec des écoulements et des flux d'eau à l'intérieur. Donc, pour regarder toute cette interface, on a fait des modèles séparés. À la fin, on a combiné tout cela avec un modèle élément fini 3D. Et ce qu'on vient regarder sur cette fondation, on l'a dit, les critères de déformation différentielle sont inférieurs à 5 mm pour chacun des chargements sur chacune des positions. Donc il y a une analyse géotechnique fine et qui est aussi faite en fourchette, comme l'a présenté José au Canada. On n'est pas sur les mêmes pays, mais on est sur les mêmes manières d'aborder l'aléa ou la statistique en géotechnique. Donc les terrains, qui vont être les moraines, la couche de sable et la couche de moraine inférieure qui est de moins bonne qualité, sont définies avec des lois de paramètres en fourchette. Et on doit démontrer que dans chacun des cas, on a des tassements différentiels acceptables. Sylvie l'a dit, le bateau-porte va pouvoir se mettre en rotation et venir plus charger un côté que l'autre de la fondation. C'est pour ça que la fondation, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu, elle a des dents sur la partie gauche pour reprendre tout l'effort horizontal et permettre aussi de mobiliser donc, une capacité portante plus importante. C'est ce que l'on voit donc, dans le graphique qui est, je vais repasser devant la caméra, mais qui est de l'autre côté, où on a des tassements qui peuvent aller jusqu'à 16 mm au niveau donc, de l'extrémité de la fondation, en respectant, donc, je vous ai dit 5 mm tout à l'heure pour le critère de tassement différentiel, on le respecte
presque, parce que donc, si on prend un petit peu plus que 8 et un tout petit peu moins que 16, ça fait moins que 5, avec un chiffre après la virgule. Et un autre point qui était assez intéressant, c'est qu'on parle d'ouvrages qui sont parfois secs, parfois humides, avec donc des colonnes d'eau qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres, ou des différentiels de colonnes d'eau qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Donc il y a des notions d'écoulement, et encore plus quand on a une construction qui va durer sur plusieurs années. Donc sous cette petite fondation, on retrouve un cut-off wall, que vous avez matérialisé ici, qui était un rideau de pales blanches battu et après noyé dans l'ensemble du béton, et tout un tas d'études d'écoulement et de flux pour s'assurer que quand on a rempli le bassin, et que même si on a une porte complètement étanche, on n'ait pas des écoulements et des pertes d'eau qui passeraient sous la fondation, ou au même titre que les écoulements ont été vérifiés à l'intérieur des digues que vous avez ici en jaune. Et donc, on a pris un focus sur le bateau-porte, mais comme on l'a dit, et là c'est pour vraiment rebifurquer vers le CFMS, sur cette usine de préfabrication, on a des long greens, on a des soutènements qui font 10 mètres, des soutènements qui font 20 mètres de haut, des digues, donc il y a une multitude d'études, de petits ouvrages qu'on va dire communs, mais quand on les somme et qu'on essaye de les faire tous fonctionner ensemble pour avoir toujours des homogénéités de déformation qui vont varier entre 5 et 10 mm, on se retrouve à faire au final 2 à 3 ans d'études, et donc à sortir un nombre de types de modélisation avec du FLAC 3D pour certains ouvrages, du Plaxis 3D pour des éléments finis 3D pour d'autres, des éléments 2D plus simples, là c'est facile pour de l'eau, encore une fois des modèles en FLAC 3D. On a aussi utilisé pas mal de calcul de tassement, donc avec des outils plus usuels. Et voilà, donc ce qu'on voulait vraiment vous montrer, c'est le processus, la réflexion intellectuelle dans laquelle on se met quand on construit une usine de préfabrication d'un tunnel immergé. Et rappeler que c'est un projet qui, moi au début, m'a fait peur, mais quand on le dézoome et qu'on prend chacun des ouvrages les uns après les autres, et qu'on s'entoure bien, on a une somme de petits ouvrages, si on peut les appeler comme ça, qui permettent à la fin de produire et de faire flotter des éléments de tunnel qui font plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Merci pour votre attention. Il va marcher 80 fois sur les 3 bassins. Donc on a 18 km, les éléments font 200 mètres de long, et donc voilà. Donc sur chacune des fondations, il va se poser 80 divisé par 3, un peu moins de 30 fois. Sachant qu'au cours du process de design, le client nous a fait évoluer la durée de vie de conception de toute l'usine de préfabrication. Donc il a sûrement derrière une volonté de réutilisation de toute cette usine de préfabrication. Les éléments de tunnel faisaient combien de tonnes? Tu as parlé de plusieurs milliers de tonnes, mais une dizaine de milliers de tonnes. Mais... Donc, un élément de tunnel qui fait les 20 mètres par 40 fait 9000 tonnes, et donc on en met 9000 tonnes. Donc là c'est le béton. Quand on l'a dans la partie où avec le coffrage au démarrage, on a donc un peu plus. Et donc on a 10 000 tonnes, 9000 tonnes fois 9, et c'est ces éléments-là qu'on vient pousser sur et faire flotter. Merci. Les éléments spéciaux, dont a parlé Sylvie, qui sont eux sur de nouveau, sont à peu près 3 fois plus lourds. Mais on les assemble, ils ne font pas 200 mètres de long, ils font uniquement une trentaine de mètres. On ne les assemble pas, ils flottent tout seuls, un à la fois. Quand on va dans ce pays, tout est en briques. Donc où est-ce qu'ils trouvent tout le caillou pour le béton? Très bonne question, mais on n'a pas la réponse. Pour la partie des traitements des matériaux, on a pu réutiliser des terrains, des moraines excavées pour les traiter et les remettre à d'autres endroits. Donc il y a un circuit assez vertueux sur la partie mouvement des terres en interne. Pour la partie béton, je ferai remonter la question.
Du coup, c'est peut-être une question bête, je sais pas. Les 200 mètres, on les pousse sur l'eau, et après on vient les couler, et ils se mettent, on les coule enfin, ils sont tous mis bout à bout les uns après les autres. Si je me trompe pas, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Et est-ce que ma question c'est, est-ce qu'il y a quelques éléments de méthode là, pour cette descente avec, j'imagine, un peu de houle comment on fait pour que précisément la descente et on arrive à bien aligner les tronçons de 200 mètres les uns avec les autres? Il y a tout un travail déjà de dragage et de préparation en amont de la base sur laquelle on vient poser le tunnel. Et après, c'est un petit peu une boîte noire encore pour nous, et on a hâte de pouvoir voir le coulage des premiers éléments sur cette précision et ce positionnement. Mais donc c'est bien, le premier élément est posé, ensuite on les met les uns à la suite des autres. Peut-être un mot sur lequel on peut dire, c'est que du coup, les éléments il y a des portes pour qu'ils soient complètement vides, pour qu'on puisse les amener. Et quand on vient les ballaster, on vient ballaster certaines sections pour que ensuite, quand on commence à le vider, on n'est pas à vider les 200 mètres de tunnel. Et c'est cette phase où on enlève les portes et on vient du coup vider les éléments qui permettent un appel au vide et assurent l'étanchéité entre l'élément déjà en place et le suivant. Donc, il y a des sujets de méthode qui ont été assez bien travaillés sur l'étanchéité de ces éléments et la manière de venir les vider pour que cette compression et la compression des joints se fasse à ce moment-là. C'est montré de façon un peu schématique dans la petite vidéo qui... Juste, c'est en contexte sismique ou pas Non. Pas à cet endroit, on est en... D'accord. La seule chose du contexte, c'est que c'est les Danois, donc on travaille avec l'approche 3 de l'Eurocode. Donc on va toujours avoir tendance à pondère les paramètres de sol avant de faire des calculs. Donc si on fait des dimensionnements avec des approches plus... Ce qu'on ferait nous, on obtient toujours des dimensionnements ou des estimations de placement de déformation plus importantes, ou de par de cette pondération à la source des paramètres de sol. Question, quelle pente de talutage avez-vous pris pour le dragage? Pour le dragage en mer, donc ça pas particulièrement de notre scope. Moi j'ai en tête que c'est un peu moins de 2 pour 1, mais ça c'est plus ce que j'ai compris d'illustration, donc je préfère pas... Ok. Parfait. Merci.